OK, super. Si ça vous va, Sophie, Véronique, je vais partir ça, vu qu'on a un horaire bien rempli pour cette prochaine heure. Je vais vous partager tout de suite la présentation. Ça sera pas bien, hein? OK. Donc, salut tout le monde, bienvenue à ce premier webinaire sur la santé mentale des étudiants athlètes, étudiantes et étudiants athlètes présenté par l'Alliance Sport-Études. C'est un premier webinaire plus précisément sur l'aspect global, sur les enjeux en santé mentale des étudiants athlètes, mais aussi un tour de leur réalité comme athlètes de haut niveau. Euh, on va compléter 2 autres webinaires cette année qu'on pourra reparler à la fin. Je m'appelle Samuel Bélanger-Marceau, je suis conseiller en développement global de l'étudiant athlète à l'Alliance Sport-Études, aussi un ancien patineur de vitesse de l'équipe nationale. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous, à accueillir en grand nombre là, ce midi. Je suis accompagné de Sophie Brassard, qui est conseillère en orientation, qui travaille avec des athlètes depuis 10 ans là, auprès de la FAEQ, mais aussi avec un programme qui s'appelle Plan de match à travers l'Institut du sport du Québec. D'ailleurs, elle avait fait son premier stage avec l'Alliance Sport-Études en 2010, il y a quelques temps maintenant. Elle est détentrice d'un baccalauréat en psychologie, elle a une maîtrise en orientation sur la transition sportive et elle termine un doctorat en orientation sur le recours aux ressources d'aide. Donc, une personne bien placée pour vous parler des enjeux de santé mentale des étudiants. Salut Sophie. Et avec moi aussi, Véronique Boudreau, qui est professeure et psychologue et professeure en psychologie à l'Université de Sherbrooke, qui travaille auprès d'athlètes de haut niveau et qui fait de la recherche de plus en plus à ce sujet. Donc, une autre personne je suis bien content de t'accueillir aujourd'hui, Véronique, pour parler de ce sujet. Salut, Véronique. Bonjour, merci Samuel. Si je continue, l'objectif de la présentation aujourd'hui, ça va être vraiment de faire comprendre la réalité des étudiantes et étudiants athlètes, de tous ces aspects. On va faire un petit tour rapide de point de vue sportif principalement, vu que beaucoup d'intervenants aujourd'hui viennent du milieu scolaire. En fait, c'est vraiment ces gens-là qu'on a ciblés. Il y a aussi des entraîneurs avec nous. Ça nous fait plaisir que vous soyez là aussi. On va vous présenter un portrait rapide en termes de santé mentale, qu'est-ce qui ressort là, pour cette population-là. Puis on va vous outiller autant que possible à intervenir auprès d'étudiants athlètes dans votre quotidien. Peut-être aussi un petit point, mais si jamais vous avez des questions, on va espérer avoir le temps d'une période de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans la section questions et réponses. J'ai aussi ma collègue qui va, s'il y a des réponses qui peuvent être répondues rapidement, va le faire pour nous. Sinon, on va essayer de découvrir à la fin, ou sinon, je pourrais aussi vous répondre par courriel par la suite. Si je fais un bref tour de sport de haut niveau, un sujet qu'on pourrait vous parler pendant très longtemps, mais je vais couvrir ça en quelques minutes avec des points clés. D'abord, si on vous parle d'étudiants athlètes en enseignement supérieur, il y a 2 organismes distincts à vous parler. Il y a l'Alliance Sport-Études pour lequel je suis, qui représente des athlètes de haut niveau qui vont souvent être indépendants du milieu scolaire. Donc, il n'y a pas une obligation d'aller à l'école, c'est un choix de faire une double carrière. C'est des athlètes, c'est ce que moi j'ai vécu comme patineur de vitesse. Donc, je représentais pour mon école. Nos athlètes à l'Alliance Sport-Études peuvent être de niveau provincial, canadien ou international. Donc, différents niveaux, mais dans le fond, c'est vraiment la nuance, c'est qu'ils ne vont pas représenter l'école, donc souvent peut-être un peu moins de sentiment d'appartenance avec leur milieu scolaire, vont faire les études au rythme qu'ils sont en mesure de le faire. Puis l'Alliance pour l'étude est là pour faciliter la communication entre les 2 milieux qui tirent des fois un peu la couverte chacun de leur bord. Au niveau du réseau du sport étudiant du Québec, ben, c'est quelque chose que pour la plupart des intervenants, vous connaissez un peu plus. Donc, c'est tout le réseau intercollégial, interuniversitaire. Euh, c'est des athlètes qui vont être tout aussi impliqués dans leur sport souvent,
mais que le milieu sportif et le milieu scolaire vont se parler un peu plus. Les compétitions vont être faites en fonction du calendrier scolaire. Donc, il va y avoir un petit peu plus cette collaboration-là. Aujourd'hui, même si c'est l'Alliance par études qui parle, on inclut aussi beaucoup ce réseau du sport étudiant du Québec-là parce que c'est des étudiants athlètes que vous allez côtoyer et qui ont des enjeux qui sont souvent très similaires. Il va y avoir des petites nuances, surtout au niveau de conciliation sport-études de ce côté-là, mais en termes de santé mentale, c'est des enjeux qui peuvent se ressembler beaucoup. Les différents niveaux sportifs, quand on parle d'athlètes d'Alliance Sport-Études, c'est des athlètes qui sont identifiés par leur fédération sur 4 niveaux. Donc, c'est des niveaux que les athlètes souvent vont être au courant, des fois même pas. De votre côté, comme intervenant, ça se peut que vous ne soyez pas au courant. C'est un bon indicateur, ça peut être quelque chose qu'on demande, mais ce n'est pas un indicateur parfait. Donc, les niveaux, le plus haut, c'est excellence. Ensuite, on a élite, relève et puis espoir. Et on peut s'attendre à ce que plus le niveau est élevé, plus l'implication va être élevée, plus il risque d'avoir des départs pour des compétitions, des camps d'entraînement, des choses comme ça. Mais ça reste que le point clé que j'ai envie de vous dire, c'est de poser la question à l'étudiant athlète parce que d'un sport à l'autre, d'un groupe à l'autre, ça peut quand même varier. Vous pourriez être surpris de voir un athlète qui est espoir, qui est peut-être plus de niveau provincial, mais qui va s'entraîner 2 fois par jour, qui va être impliqué dans énormément de temps parce que son sport, son groupe d'entraînement est très impliqué. Donc, ça reste varié. Et au niveau du réseau du sport étudiant du Québec, on a des divisions. Donc, division 1 étant le plus haut, voire division 2, division 3. Un peu le même principe. Ça reste un bon indicateur du nombre de temps, du nombre d'énergie qui devrait être impliqué. Mais ça reste que d'un entraîneur à l'autre, d'un sport à l'autre, ça peut changer énormément. Ça peut être difficile à suivre, là, un peu la réalité d'un sport. C'est vraiment très distinct d'un endroit à l'autre. Il faut souvent le vivre pour le comprendre complètement, mais ça reste qu'on veut simplifier ça. Je vous présente 5 catégories de sport qui peuvent peut-être vous aider à faire des petits raccourcis pour comprendre que si vous avez travaillé des sports collectifs, c'est possible. Si vous avez travaillé avec un athlète de soccer et un athlète de hockey qui vient, il va avoir certaines ressemblances, il va avoir souvent des enjeux qui sont similaires. C'est la même chose pour les sports esthétiques comme le patinage artistique. Entre ces sports-là, ils peuvent avoir des ressemblances. Des sports à catégorie de poids, des sports d'endurance. Les sports d'endurance peuvent souvent être vus comme demandants, avec beaucoup de temps d'implication en entraînement, beaucoup de sorties d'entraînement qui prennent du temps et de l'énergie. Donc, ces réalités-là, on peut les passer d'un à l'autre, mais ça reste que le point, c'est de poser des questions pour vraiment mieux comprendre au bout de la ligne. Si Véronique, peut-être tu me parlais de bienfaits du sport au niveau de la santé mentale. Oui, en fait, on voulait juste mentionner que d'emblée, le message, on va vous parler de troubles de santé mentale chez les athlètes. Aujourd'hui, on va vous présenter des statistiques. Par contre, on est tous convaincus que le sport, c'est bon à la base pour la santé mentale. Là, on le sait, dans la population générale, c'est recommandé, c'est associé à une meilleure santé physique, à une meilleure santé psychologique. C'est une stratégie efficace généralement pour gérer justement des problématiques au niveau de l'humeur, des pensées puis des comportements. Donc, ceci étant dit, pour les athlètes, quand même, ça ne signifie pas parce que le sport, c'est la sphère parfois principale de leur vie, qu'ils sont immunisés de vivre des problématiques de santé mentale parce que justement, ils ont de bonnes habitudes au plan sportif. Au contraire, ils ne sont pas immunisés. On va le voir, il y a des facteurs qui sont spécifiques à la pratique du sport. Il y a des facteurs sociaux, culturels, environnementaux spécifiques au sport qui peuvent même parfois placer un athlète un peu plus à risque de présenter des difficultés de santé mentale. Donc, il ne faut pas avoir en tête que ces athlètes-là, parce qu'ils présentent un très haut niveau de fonctionnement, parce qu'ils sont performants, généralement autant au plan sportif, parfois aussi au niveau académique, qui sont immunisés de vivre des problématiques de santé mentale. Au contraire, c'est ce qu'on va vous présenter un peu plus dans le cadre de la présentation, mais ça n'empêche pas le fait que le sport, en général, c'est quelque chose qui est bon là, pour monsieur, madame, tout le monde. On va vous présenter quelques points au niveau des défis qu'on retrouve dans le fait d'une double carrière, là, le fait d'être un étudiant athlète. On a 3 points qu'on veut vous présenter. Si Véronique, tu veux continuer dans ce sens-là, sur la culture du sport, c'est quoi les aspects qui ressortent de ça?
Oui, eh bien, en fait, généralement, quand on pense à des étudiants athlètes, souvent, la performance, c'est vraiment quelque chose qui est central dans leur sphère sportive, mais aussi parfois au niveau académique, hein. Donc, ils n'ont pas le choix, en fait, de valoriser la performance parce que quand on est un athlète, ben, nécessairement, il y a des objectifs liés à des performances sportives. C'est très exigeant en termes de demande, ce qui leur est demandé du point de vue des fois de leur entraîneur, de leur entourage aussi. Puis, il y a des normes, en fait, qu'on sait qui sont associées à la performance sportive dans certains milieux sportifs. Hein, si vous pensez, par exemple, à la force mentale, des croyances comme no pain, no gain, il faut s'entraîner même si on est blessé. Il y a certaines de ces normes-là, de ces croyances-là qui sont encouragées, qui sont valorisées dans les milieux sportifs, des fois qui vont être valorisées à des niveaux de performance plus élevés, là, donc sur la sphère nationale, internationale, donc des athlètes, par exemple, qui vont avoir vécu plein de blessures, mais qui vont retourner faire des compétitions internationales, puis qu'on va vraiment louanger. Ben ça envoie un message aussi aux athlètes qui sont en développement, qui sont au niveau secondaire ou cégep, hein, c'est que ça vient que c'est encouragé de valoriser la performance. Puis même des fois dans le sport, il y a comme une dichotomie entre performance et bien-être. C'est comme si on valorise le bien-être, ben, il faut sacrifier à quelque part la performance parce que ça veut dire qu'on va s'écouter davantage. Si on est blessé, on va prendre plus de temps de repos. On n'en donnera pas assez. On ne s'entraînera pas de manière suffisamment intensive. Donc, parfois, performance, bien-être vont vraiment être vus comme comme deux opposés dans certaines cultures sportives. Là, il faut faire attention, il ne faut pas généraliser. Il y a des environnements dans lesquels les entraîneurs et le milieu vont être vraiment proactifs à essayer de défaire ça, mais ça reste que les athlètes, ben, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient au niveau national, international, ben, ça peut quand même les amener à voir que ben, c'est la performance à tout prix qui va valoriser quitte à moins se préoccuper de leur santé physique ou psychologique. On sait aussi qu'il y a des comportements qui peuvent être légitimisés puis valorisés dans le sport, mais qui peuvent être très dangereux pour la santé. Si on pense à des sports à catégorie de poids, par exemple, où ça va être encouragé de faire des pertes de poids très généralement contrôlées pour rentrer dans une catégorie en particulier, bien, des fois, ça peut dégénérer, puis l'athlète peut se mettre à se sentir encouragé de vraiment se restreindre au niveau de son alimentation, à s'entraîner de manière excessive. D'autres pratiques comme justement retourner à l'entraînement trop rapidement après avoir vécu une blessure. C'est ce genre de pratiques-là qui peuvent être valorisées, malheureusement, dans la culture traditionnelle du sport. Pour les athlètes aussi, donc on parle du défi de la double carrière. Ils ont donc des exigences de performance dans la sphère sportive, mais aussi souvent dans la sphère académique. Hein. On le sait, ces jeunes athlètes-là sont généralement des êtres performants qui valorisent la performance. Mais dans leur milieu, souvent, la priorité aussi va être beaucoup sur le sport. Donc, ils se retrouvent parfois dans un conflit où ils ne veulent pas sacrifier l'aspect académique parce qu'ils trouvent ça important de bien réussir, mais en même temps, ils ressentent une pression énorme de mettre l'emphase sur l'aspect sportif, sur la qualité des entraînements, au détriment peut-être de mettre l'emphase sur leurs études s'il y en aurait plus besoin, comme d'aller faire du rattrapage, par exemple, ou de prendre plus de temps pour étudier. Parce que c'est ce qui est encouragé, c'est ce qui est valorisé aussi au sein de leur environnement, de leurs pairs, de leurs amis. Faut savoir que cette culture-là de la performance, elle est sournoise. Comme je le mentionnais, un athlète peut graviter dans un environnement qui est très ouvert, où l'entraîneur, l'équipe d'intervenants qui vont être en place vont valoriser des comportements très sains, vont offrir un soutien qui va être en fait bénéfique pour la santé. Mais malgré ça, comme je le mentionnais, ces valeurs-là, cette culture-là est tellement forte, par exemple, dans la culture d'un sport en général au niveau international, que l'athlète va quand même ressentir cette pression-là, même si son environnement très proche va être sain. Il y a des environnements aussi sportifs où le milieu va être plus passif. Donc, les parents, les entraîneurs vont, comment dire, pas nécessairement intervenir, peut-être voir qu'il y a certains comportements qui sont faits par l'athlète qui peuvent être excessifs ou qui peuvent nuire à sa santé physique ou psychologique, mais parce qu'eux aussi sont un peu imprégnés dans cette culture-là, ne vont pas nécessairement agir ou intervenir, alors que c'est des comportements qu'en général, on interviendrait parce qu'on le sait que ça peut être néfaste pour la santé d'un athlète.
Puis il y a même des environnements, malheureusement, où on va dire que c'est restrictif, c'est-à-dire que clairement, ou en tout cas de manière plus directe, les entraîneurs, parfois les parents, l'équipe autour vont mettre une pression directement à l'athlète pour valoriser davantage le sport. Donc, moi, j'ai déjà entendu des athlètes au niveau collégial, par exemple, me dire, ben là, mon entraîneur, il me fait sentir que il faut absolument que j'aille à ce camp d'entraînement-là, même si j'ai de la difficulté en maths, puis que je risque peut-être de couler ma session, mais je ressens vraiment une pression de quand même, de prendre un cours de moins ou que ma session collégiale ou universitaire est moins importante que le camp d'entraînement. Donc, il faut être attentif quand on intervient auprès d'un athlète, vraiment à quelles sont les valeurs de l'athlète, quelles sont ses croyances, comment lui voit la performance puis le bien-être, mais aussi quelle est l'attitude de son environnement sportif. Et ça peut interagir ensemble. Sophie, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à ça. Non, en fait, je peux poursuivre plus spécifiquement, dans le fond, pour ce qui est de la double carrière puis de la conciliation sport-études, de toute façon, avec la prochaine diapositive, où l'entraîneur à ce niveau sportif-là, comme tu l'as mentionné, Véronique, c'est la figure la plus influente probablement dans la vie de l'athlète. Fait que le soutien ou non de ce dernier, concernant, par exemple, un projet de double carrière, qui est la poursuite des études en même temps qu'une carrière sportive, mais c'est un facteur extrêmement important à considérer. Comme tu disais, Véronique, certains entraîneurs vont encourager l'athlète. J'ai vu des entraîneurs qui même facilitent la conciliation en dégageant du temps dans les entraînements, en aidant même en ayant des ressources pour l'inscrire à l'école quand l'athlète déménage de province pour s'entraîner. Donc, s'assurer aussi que le choix de carrière est aligné. Il y a des entraîneurs très facilitants, mais il y en a d'autres, comme tu le mentionnais, où toute autre activité extérieure au sport peut être vue comme une distraction ou un signe que l'athlète n'est pas au sérieux dans l'atteinte de ses objectifs sportifs-là. Donc, ça l'amène l'athlète à être confronté à des décisions difficiles, même souvent, ça peut même teinter ses choix académiques. Des fois, je vais rencontrer des athlètes personnellement dans mon bureau où la motivation est en baisse. Je vois qu'il y a du stress sur la conciliation pour, en creusant un peu, me rendre compte qu'ils ne sont même pas dans le programme souhaité, qu'ils ont choisi ce programme-là par dépit, par peur que l'autre n'était pas assez flexible. Donc, tout ça peut venir teinter les choix, la motivation, le stress, la négociation à faire avec l'entraîneur pour se dégager du temps. Heureusement, ce n'est pas la norme, mais pour l'athlète impliqué dans ce type d'environnement peu favorable, mais les facteurs de risque sont plus nombreux. Ça nous amène aussi à discuter de la problématique de gestion de temps, ce qui est probablement la chose qu'on entend le plus souvent de l'étudiant athlète. Je manque de temps parce que les programmes académiques ne sont pas tous flexibles. Le mode d'enseignement à distance, bien que c'est de plus en plus utilisé, mais ce n'est pas toujours disponible pour certains programmes. Ça peut venir complexifier le projet, puis à un certain point même, comme je disais, teinter les choix. Dans le fond, pour faire un résumé, l'athlète qui est soutenu par son entraîneur peut quand même venir se buter à un programme de choix qui est difficilement conciliable avec son sport. L'athlète qui a accès à un programme super flexible peut être freiné par le manque de soutien au niveau sportif ou le stigma ou le stress associé à ça. Donc, tous ces facteurs-là, donc le soutien, la flexibilité, la culture du sport, l'école, le programme, ça va déterminer l'énergie qu'il va devoir déployer l'athlète dans son projet de double carrière. Donc, on vous explique tout ça parce qu'à titre d'intervenant, mais saisir dans quel type d'environnement sportif l'étudiant athlète évolue, dans quel programme il est, est-ce que c'était celui qu'il visait, c'est-tu un choix par défaut, ça peut tout mieux aider à comprendre les sources de difficultés rencontrées ou les potentiels facteurs de risque que l'athlète peut se buter. Dans le fond, chaque petit sport chaque sport est comme un petit pays là, avec sa culture qui ne peut pas nécessairement avoir un fit parfait avec le domaine d'études, le programme et tout ça. J'ai envie de rajouter aussi, des fois, le manque de temps, c'est quelque chose qui
il va y avoir beaucoup de scénarios. Il y a des fois que l'étudiant en fait va avoir l'impression qu'il n'y a pas de temps. Il y a d'autres fois qu'il n'y a réellement pas de temps. Puis, des fois, c'est comme intervenant, je pense que ça peut être difficile à comprendre parce que se faire dire j'ai pas de temps, ben, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui a été amplifié, mais ça arrive qu'on a des athlètes là, qui vont s'entraîner du 35-40 heures semaine plus leurs études. On se retrouve vraiment avec deux obligations qui ne vont pas ensemble à un certain point. Puis, il y a un accompagnement vers trouver des solutions qu'eux, peut-être à ce moment-là, ne trouvent pas, puis de vraiment voir ça, ou des fois, il va y avoir une mauvaise compréhension des attentes d'un milieu. Tu sais, j'ai un exemple qu'on avait travaillé à l'Alliance par études avec le ski alpin qui, à un certain moment donné, avait les athlètes manquaient énormément d'écoles, donc l'école a intervenu en disant là, il faudrait peut-être qu'on diminue, il faudrait peut-être qu'on trouve des solutions. Puis les athlètes, eux, les étudiants athlètes, ils disaient oui, mais j'ai pas le choix d'aller faire ces camps d'entraînement-là, ces compétitions-là. Puis, il n'y avait pas d'obligation, mais d'un certain point, l'étudiant athlète n'allait pas passer à côté d'une opportunité comme ça. Puis, le sport n'allait pas dire ah, allez-y pas, il y avait quand même un encouragement. Donc, il y avait beaucoup de non-dits. Et en parlant avec les milieux, on a tranquillement, il y avait une possibilité d'ouvrir des portes, trouver des solutions. Ce que je veux dire par là, c'est que des situations comme ça, on les voit en lumière de temps en temps, mais c'est difficile de les voir parce qu'il y a souvent beaucoup de non-dits. Donc, comme intervenant, s'il arrive des situations comme ça, les attentes ne seraient pas qu'un intervenant change la culture d'un sport au complet, mais l'Alliance par études, entre autres, a ce rôle-là de venir s'asseoir avec les milieux sportifs, s'asseoir avec le milieu scolaire et trouver des pistes de solutions. Donc, le message que je veux vous lancer, c'est de ne pas hésiter à me contacter directement moi pour qu'on ait faire des interventions en gardant tout ce qui est anonymat de confidentialité de l'étudiant en fait qui a parlé, mais de nommer qu'il y a des situations plus difficiles à un endroit, ben nous, ça fait partie de notre rôle d'aller travailler dans ces milieux-là. Si on continue un peu plus vers la santé mentale directement, on a parlé plus du milieu sportif général. Si Véronique, tu nous parlais un peu de barrières à la demande d'aide et d'autres aspects comme ça. Oui, ben en fait, on a nommé une importante, le manque de temps. Souvent, c'est une des principales barrières, là. Les athlètes vont tellement, des fois, se sentir surchargés par les exigences académiques puis du sport là, dans les saisons, qu'ils vont même voir juste le temps d'aller trouver, de consulter, va être trop exigeant. Ils ne trouveront pas ce temps-là. Samuel, tu as fait une petite recherche, hein, tu t'es informé des différentes ressources qui existaient au niveau des écoles secondaires, cégep, universitaires, puis on se rend compte qu'il y en a des ressources. Vous êtes plusieurs intervenants à travailler dans le milieu scolaire, du cégep, puis des universités. Donc, il y en a de ces ressources-là, mais pour certaines raisons, les athlètes sont peu enclins à aller chercher de l'aide. Une de ces raisons-là qui est documentée, c'est les stigmas qui sont associés à la santé mentale puis au fait d'aller chercher de l'aide, qui sont particulièrement forts chez les athlètes pour les raisons qu'on vous a parlé, un peu pour la culture qui valorise de se montrer fort, de ne pas se montrer faible, d'être optimiste en tout temps, d'être capable de relever des défis. Donc, ça, c'en est une barrière importante. Les athlètes sentent qu'ils n'ont pas le droit de sentir des symptômes, puis que d'aller demander de l'aide, bien, ce serait une preuve justement qu'ils ont vraiment quelque chose qui cloche en eux, puis que c'est quelque chose de grave, donc il ne faut pas en parler. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ce que ça implique pour vous, bien, c'est sûr que vous ne pouvez pas nécessairement solliciter chaque athlète dans vos milieux, mais ça peut quand même valoir la peine, c'est des fois de faire la promotion de vos services auprès de certaines classes où vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants en sport-études, ou des fois de faire des petits pamphlets qui circulent pour annoncer que vous êtes aussi parfois une ressource qui est indépendante aussi au sport ou de l'athlète, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir peur, qu'en allant chercher de l'aide, bien là, l'information va être communiquée à l'entraîneur, à l'équipe. Donc, des fois, ça peut être juste de faire la publicité ou de mentionner qu'il y a ces services-là, ça peut faire une grande différence là, pour un athlète, c'est de savoir que finalement, il peut aller vers un service qui est disponible pour lui. Parce que, bon, c'est ça, les athlètes souvent ne savent pas qu'ils ont accès à des services ou ne connaissent pas ce qui est disponible pour eux. Donc, ça, c'est vraiment les principales barrières là, qu'on observe.
on sait maintenant, hein, vous l'avez vu dans les médias, il y a plusieurs personnalités, athlètes renommés qui sont sortis de manière médiatique pour parler des problématiques qu'ils vivent, puis pour encourager à aller chercher de l'aide. Donc ça, on espère que ça va éventuellement encourager les athlètes à faire pareil, à voir que personne n'est à l'abri de vivre des difficultés. Au contraire, c'est normal, tout le monde, à un moment ou à un autre dans notre vie, on vit un épisode où ça va moins bien puis qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide. Donc, c'est la même chose pour les athlètes. C'est ce qu'il faut encourager, c'est ce qu'il faut valoriser dans les milieux sportifs. Puis, possiblement que cette présence-là dans les médias là, pourra, en tout cas, on l'espère, encourager les athlètes à aller chercher les services. Mais nous, les milieux, il faut faire un meilleur travail à s'annoncer, à les indiquer ces services-là, puis à les encourager aussi, puis même à montrer l'exemple, en mentionnant que c'est normal, que tout le monde peut en avoir besoin, puis que ces ressources-là, ils existent pour ça. Puis peut-être, j'ajouterais brièvement à ça qu'il y a une revue systématique qui avait été faite aux États-Unis pour les barrières à la demande d'aide et les facilitateurs on n'aura pas le temps de vous présenter aujourd'hui, mais qui pourrait, si vous avez un temps limité, vous demandez quel groupe cibler, ils ont indiqué quel type de sport, par exemple, les sports à contact étaient plus difficiles à aller chercher de l'aide. Les sports d'équipe étaient plus faciles, qui pouvaient être quand même surprenants. Les hommes avaient plus de difficultés à aller chercher de l'aide. Donc, dans l'idée d'aller cibler quelques groupes sportifs, je pense qu'au niveau RSEQ, c'est peut-être plus facile souvent de cibler, OK, on va aller voir notre équipe de basketball, par exemple. Il y a manière de bien cibler, puis au niveau scientifique, de se couvrir, de se dire, OK, on a ciblé, mais on a ciblé vraiment les groupes qui sont peut-être plus à risque à ne pas vouloir parler à des ressources. C'est quelque chose que moi, je pourrais vous mettre en référence quand on vous enverra les documents, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je peux poursuivre avec la prévalence. Donc, on peut se questionner sur la prévalence des troubles de santé mentale ou en tout cas de la présence de symptômes de troubles de santé mentale chez les athlètes. Les études à ce sujet-là, je vous dirais que c'est surtout depuis 5 ans là, qu'on en a de plus en plus, puis ils portent principalement sur les athlètes de très haut niveau, un peu sur les étudiants athlètes universitaires, donc qui font partie des équipes universitaires ou collégiales. Ce qu'on sait, c'est que la prévalence, là, ça ressemble beaucoup à celle qui est observée dans la population générale. Il y a des études, par contre, qui montrent des prévalences plus élevées. On sait que les troubles les plus communs, c'est les troubles anxieux, dépressifs, troubles des conduites alimentaires, abus de substances, puis tout ce qui est comportement d'automutilation, les conduites suicidaires. Il peut y avoir des distinctions en fonction des catégories de sport. Par exemple, on sait que les troubles des conduites alimentaires sont nettement plus prévalents chez les sports à catégorie de poids, sport esthétique, sport d'endurance, et ça de manière plus importante que dans la population générale. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à avoir en tête quand vous avez un athlète qui pratique un de ces types de sports-là, questionner au niveau des préoccupations alimentaires parce que c'est très, très fréquent. Surtout, on sait que chez les jeunes, en plus, à cet âge-là, il y a déjà une pression par rapport au poids et à l'alimentation puis à l'apparence. Donc, c'est encore plus important dans ces sports-là. Il ne faut pas penser que c'est inexistant non plus dans les autres sports parce que ça peut être très présent aussi parce que ça peut être encouragé, valorisé, lié aussi à une certaine musculature chez les hommes. Donc, être conscient que ça peut exister. Abus de substances, parfois, va être plus prévalent dans certains types de cultures de sport d'équipe où ça peut être valorisé justement de consommer de l'alcool ou des drogues durant des événements pour célébrer des victoires. Mais ça peut être aussi utilisé comme des façons justement de gérer les symptômes anxieux ou dépressifs. Donc ça, on l'observe beaucoup. Aussi chez les athlètes blessés à la suite d'une commotion cérébrale ou d'une blessure, ça peut être des stratégies donc, qui vont être utilisées malheureusement par l'athlète pour essayer de gérer les symptômes, sachant en fait qu'ils ont de la difficulté à en parler. Les conduites suicidaires aussi, c'est quelque chose qui est présent. Puis ça, il ne faut pas hésiter à le questionner parce que parfois, on travaille avec des athlètes qui ont un très haut niveau de fonctionnement, vont avoir des bonnes performances, vont être performants à l'école. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit typiquement une personne qui a de la difficulté à se lever le matin pour fonctionner. Ça peut être tout le contraire. On sait que les athlètes là, qui sont dans des périodes où ils vivent des échecs au niveau académique ou sportif, donc au niveau de la performance,
c'est pas rare que ça s'accompagne de symptômes dépressifs, puis parfois d'idéation suicidaire. Donc, c'est tellement une sphère importante de leur vie, c'est tellement associé à leur identité en tant que personne, que s'ils se mettent à connaître des échecs répétés, généralement, il va y avoir une atteinte là, à ce niveau-là, au niveau des symptômes de l'humeur. Puis parfois, ça peut même aller jusqu'à des idéations suicidaires. Là. Donc, il ne faut pas hésiter à le questionner, même si on a un athlète qui semble bien fonctionner là, au plan fonctionnel, justement. Je ne sais pas si, Véronique, tu vas peut-être couvrir rapidement tout ce qui était situation de COVID avec la... Oui, tout à fait. Donc, bon, on est encore en temps de COVID, malheureusement. Dans le cadre d'une étude que j'ai réalisée avec des collègues, on a suivi en fait des athlètes qui faisaient partie d'une équipe universitaire québécoise. Puis, on a regardé les symptômes dépressifs, anxieux, abus de substances, troubles des conduites alimentaires à 3 moments. Donc, au moment de l'automne 2020, là, au moment donc, de la 2e vague, au moment de la 3e vague, donc au printemps, puis à l'hiver, donc tout récemment. Puis ce qu'on a observé, là, c'est vraiment au niveau surtout des symptômes dépressifs. On le sait, dans la population générale, les symptômes dépressifs et anxieux ont été plus élevés chez un peu tout le monde, mais les athlètes universitaires, en tout cas des équipes universitaires québécoises, se sont retrouvés dans la strate élevée de ces proportions-là qu'on a observées dans la population générale, donc jusqu'à 34 même 40 de symptômes dépressifs là, qui atteignent un seuil clinique, plus que de l'anxiété, aussi une augmentation des symptômes liés à l'abus de substances. Donc, c'est important d'être à l'affût là, que la pandémie, avec l'arrêt des sports, l'incertitude que ça a pu amener aussi dans la vie des athlètes, privés d'une des sphères plus importantes de leur carrière sportive, ça a un impact nécessairement sur leur humeur. C'est variable d'un athlète à l'autre. Il y en a pour qui ça a bien tombé parce qu'ils étaient blessés, etc., puis ça leur a enlevé une pression. Mais pour plusieurs, là, ça a été significatif d'isolement aussi, privé de leur réseau principal qui sont leurs coéquipiers, leurs entraîneurs. Donc, gardez en tête que cette population-là d'athlètes ont été fragilisés davantage là, par la pandémie, qui n'est malheureusement pas encore terminée. On est encore là-dedans en ce moment. Oui, en effet, en plus, des répercussions comme tout le monde, hein, ils vivent des mêmes répercussions que nous, dont des familles, ils ont de la famille aussi qui sont malades, qui ont des craintes de contracter la COVID également, mais c'est comme si ça rajoutait une couche. Dans le fond, l'interruption des entraînements, de compétition, qui souvent était même leur exutoire de stress, leur passion est complètement arrêtée, donc ils partent d'un mode de vie complètement différent à plus rien. Beaucoup d'incertitudes. Ces athlètes-là ces étudiants athlètes-là qui sont habitués de rouler avec des objectifs serrés depuis qu'ils sont très jeunes, se retrouvent face à beaucoup d'incertitudes, la perte d'objectifs, la perte de motivation, la perte de leur réseau social tissé serré, donc de coéquipiers, d'entraîneurs, comme disait Véronique, de l'isolement. Beaucoup de craintes, non seulement liées à la performance, donc est-ce que je vais être capable de revenir à un niveau de performance? Il y a certains sports pour qui on peut s'entraîner dans notre garage, tenter de pallier un peu, mais il y en a d'autres. Si moi, je fais partie de l'équipe qui fait du snowboard cross ou du halfpipe, mais je ne peux pas faire ça dans ma cour. Là. Donc là, il y a des limites de ce que je peux faire pour mes performances techniques. J'ai vu beaucoup de stress aussi lié à l'inégalité hein, dans les provinces, même dans les pays. Là, je sais que mon compétiteur est en train de s'entraîner sur les pentes. Moi, c'est encore fermé. Les compétitions vont arriver en même temps. Beaucoup présentement, vous voyez des qualifications qui sont complètement éliminées. Donc, si ça découle, hein, ça a comme on dit, un trickle-down effect, là, que si la qualification pour les Jeux olympiques est annulée, comment je vais me qualifier? Est-ce que les gens vont rester sur l'équipe nationale? Est-ce que ça va avoir un effet sur les impacts pour ceux qui étaient élites? Puis, un coup qu'on a passé au travers de tout ça. Donc, j'ai réussi à faire tout ça, à atteindre ma compétition, à me qualifier pour la compétition que je veux. Mais là, après ça, l'athlète est dans une crainte constante de contracter la COVID. Parce que là, si je suis toute correcte, j'ai une de nos gymnastes, par exemple, qui était toute correcte, qui a réussi, que les championnats mondiaux ont été sauvés par la pandémie parce qu'il était entre 2 vagues, contracte la COVID, donc le départ, tu peux pas. Donc là, ça, c'est directement sur ton système de pointage parce que
c'est pas la compétition qui a été annulée, c'est toi qui étais en maladie. C'est plein de craintes, de charges de travail supplémentaires, puis qui s'ajoutent à une vie qui est déjà stressante. Hein? Comme j'essaie d'expliquer souvent, c'est que leur buffer est déjà pas gros. C'est des gens qui carburent au stress pas mal. Donc, une pandémie, c'est gros dans le buffer qu'ils ont. Puis, je voudrais ajouter aussi, si on a le temps, rapidement, que la connaissance eux-mêmes qu'ils ont de c'est quoi la normalité versus la population en général dans leurs symptômes de troubles de santé mentale, c'est difficile. De là l'importance de questionner, car pour eux, est-ce que je suis fatiguée parce que là, je suis dans un pic d'entraînement ou je suis dans une fatigue constante parce que je suis en train de faire un burn-out ou est-ce que je suis triste à cause de mes résultats ou je suis triste. Quand est-ce que ça devient anormal? Ils sont tellement habitués d'être dans une strate un peu plus poussée que la norme, plus résilient, peut-être, ce que je veux dire, c'est plus, ils se font demander plus de résilience, plus habitués à gérer la douleur, habitués à gérer le stress. Donc, où est-ce que ça devient problématique? Où est-ce que ça devient un drapeau rouge? Mais c'est très difficile pour eux de le savoir. Donc, de là l'importance de la sensibilisation, mais aussi souvent juste de leur mettre en lumière. Mais tu sais, c'est normal là, présentement que tu vives la détresse avec ce que tu as vécu. Ils vont dire oh mon Dieu, OK, super. Ils vont se sentir attendus. Tu sais, souvent, ils sont même sous l'impression qu'on est leur seul client sur toute la planète. Il n'y a personne d'autre qu'eux là, qui vivent la détresse. Donc, juste de normaliser un peu ça les aide énormément. Vraiment bon point, Sophie, tout ce que tu viens de dire. Puis juste une petite dernière chose que je peux ajouter par rapport à la crainte de contracter la COVID. Ça a créé aussi beaucoup de conflits ça, dans les équipes parce que ce n'est pas tous les athlètes nécessairement qui ont le même niveau de peur. On sait par exemple que le trouble obsessionnel compulsif est quand même prévalent chez une proportion d'athlètes qui sont comme très rigoureux, très rigides. Donc, il y en a pour qui ça a été très, très géré, là, de suivre les règles là, de manière vraiment, vraiment rigoureuse, tout ça. Puis là, quand on se retrouve dans une équipe, puis que ce n'est pas tous les athlètes qui sont autant rigoureux ou qui ont le même niveau d'anxiété par rapport à contracter la COVID, ben, ça peut créer de gros conflits à l'intérieur d'une équipe avec l'entraîneur. Puis, ben, sachant que c'est comme la sphère, l'environnement très, très, très au cœur de la vie de l'athlète, ben là, d'avoir un conflit avec l'entraîneur, avec les coéquipiers à ce sujet-là, ça peut créer beaucoup d'anxiété puis des symptômes aussi. Là. Absolument. Au niveau, tantôt Véronique a parlé brièvement de facteurs de risque reliés au sport. Il y a eu une stratégie en santé mentale dans le sport de haut niveau qui a été émise et à l'intérieur de ça, présenter certains facteurs de risque plus spécifiques. Donc, en plus des facteurs de risque, on peut voir pour un étudiant standard, disons, qui sont déjà bien nombreux, mais il y a des choses qui se rajoutent qu'on va pas couvrir en profondeur aujourd'hui, mais que à travers les autres webinaires, c'est probablement des sujets qu'on va couvrir, là, entre autres tout ce qui est transition ou retraite, particulièrement du milieu sportif, là, surtout ceux qui sont involontaires ou non planifiés, qui va affecter énormément tout ce qui est identité, qui est un sujet qu'on pourrait couvrir en plusieurs heures, qui est des moments qui sont très difficiles pour plusieurs athlètes, qu'on voit plus de symptômes de différents enjeux comme anxiété et dépression. Tout ce qui est relié à absence, départ en compétition, particulièrement pour les athlètes de l'Alliance Sport-Études, beaucoup de voyagements extérieurs. Il y a aussi un concept de centralisation dans le sport qui implique que les athlètes de région doivent souvent venir dans les endroits comme Montréal, Québec, pour venir s'entraîner dans des groupes de plus haut niveau. Donc, ils vont perdre leur cercle social, leur famille à des bas âges souvent. Donc, il peut amener plus de difficultés au niveau de la santé mentale. Tout ce qui est blessure, c'est sûr que commotion cérébrale vient tout de suite en tête là, quand on parle de blessures, mais même les autres blessures, ça vient, on peut faire un arrêt du sport pendant un certain temps. Les doutes par rapport à la performance peuvent augmenter. Donc, il y a énormément de choses qui viennent avec ça. Au niveau de commotion cérébrale, on sait que ça va affecter au niveau de tout ce qui est troubles de symptômes dépressifs. Peut avoir des impacts au niveau physiologique, puis en plus, il y a un arrêt du sport qui se fait en même temps. Des aspects qu'on aimerait beaucoup vous présenter de l'Alliance Sport-Études dans les
des prochains webinaires. Il y a aussi tout ce qui a trait à la maltraitance dans le sport, tout ce qui est abus. C'est un sujet qui est de plus en plus parlé. Il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau gouvernemental, entre autres par une plateforme qui s'appelle Je porte plainte, permettant d'avoir une plateforme pour émettre une plainte à une plateforme indépendante, donc pas avoir à faire la plainte dans son milieu sportif. Donc, une super belle initiative qui est accompagnée d'un programme qui s'appelle SportAid, qui est là pour accompagner les gens qui veulent faire des plaintes. D'ailleurs, comme intervenant, c'est possible d'utiliser SportAid pour mieux comprendre comment agir, vers quoi diriger. Ils se sont vraiment concentrés dans l'aspect de la maltraitance dans le sport. Donc, c'est vraiment une belle ressource à utiliser si vous êtes en contact avec un étudiant athlète qui vous fait part de certaines situations. Ça peut être bien de se tourner vers eux. Aussi comprendre que l'impact que ça a dans la vie d'un étudiant athlète, que de vivre la maltraitance, de le nommer, peut être extrêmement difficile parce que c'est relié à ce qui est le plus important pour lui. Ça va avoir un impact sur son autorité qui est plus important pour lui si jamais ça vient d'entraîneur. Donc, ça va avoir un impact sur énormément de choses pour lui. Donc, ça va être important de vraiment l'accompagner. Puis que si quelqu'un cogne à la porte pour une situation comme ça, savoir que ça a été extrêmement difficile pour lui de lever la main. Rapidement, si je passe au niveau des ressources disponibles dans le sport pour vous donner une idée de ce qui est présent pour les étudiants athlètes, l'Alliance par études est là. Comme j'ai nommé plus tôt, de venir nous contacter directement s'il y a des situations, que ce soit reliées à la conciliation sport-études, mais aussi à la culture dans le sport. Dès que vous êtes en enseignement supérieur, on est vraiment un endroit vers qui se tourner. On est là pour accompagner. On connaît aussi les autres ressources présentes, donc on est vraiment en collaboration avec les autres organismes, donc ça peut être vers nous se tourner. Il y a la situation avec les consultantes et consultants en performance mentale. Je ne sais pas si, Véronique, tu peux nous parler un peu de leur présence dans le sport de haut niveau. Oui, donc généralement, les athlètes là, qui gravitent avec une équipe de soutien intégré vont avoir dans leur équipe un consultant en performance mentale dont le rôle est de les soutenir dans l'accomplissement de leurs objectifs, donc de les préparer au plan psychologique, par exemple, à travailler des habiletés comme la concentration, la gestion du stress, la fixation d'objectifs, la pleine conscience. Donc, tous des outils qui peuvent être très bien réinvestis pour optimiser leur bien-être psychologique. Par contre, des fois, les athlètes ne font pas la distinction entre psychologue et consultant en performance mentale. Les consultants et consultantes en performance mentale, ce ne sont pas des intervenants en santé mentale. Ils n'ont pas une formation en santé mentale. Ils ont une formation pour être capables de détecter puis ensuite référer aux bons intervenants, mais ce ne sont pas des psychologues ou intervenants en santé mentale. Donc, ça, c'est important aussi de questionner l'athlète. Là, si vous dites, as-tu quelqu'un une ressource, puis il vous dit, oui, j'ai un psychologue sportif, est-ce que c'est vraiment un psychologue? Est-ce que c'est un intervenant en santé mentale ou c'est un consultant en performance mentale? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Ça reste que le consultant en performance mentale, si l'athlète se sent en confiance et a un bon lien, peut être une très bonne ressource pour justement assurer le transfert vers une autre ressource plus spécialisée. Mais questionner cet aspect-là parce que le public ne connaît pas cette distinction-là. Puis l'athlète lui-même parfois ne le sait pas. Là. Donc, c'est important de bien s'informer. Quelle est la formation vraiment du professionnel qui accompagne l'athlète qui vous dit qu'il voit quelqu'un? Merci. Puis, d'autres organismes, SportAid, Je porte plainte, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. À savoir aussi qu'il y a des athlètes de plus haut niveau, là, quand je parlais des groupes excellence, donc tout ce qui est athlète olympique, équipe nationale, vont avoir accès à plus de services. C'est vraiment vers ces athlètes-là que les services sont plus offerts en ce moment, là, à travers Plan de match, qui est un programme pour la transition après carrière et qui offre d'autres services à travers ça au niveau de santé mentale. Mais ça va être vraiment ciblé pour les athlètes de plus haut niveau. Donc, c'est à savoir que dans le cas des athlètes que vous allez voir, la majorité n'ont probablement
pas ou des ressources assez limitées du niveau sportif. Pourquoi aussi on croit qu'il y a des webinaires puis de venir vous informer sur la réalité du sport pourrait amener beaucoup de services, étant donné tout ce qui est disponible dans le milieu scolaire en ce moment, contrairement au milieu sportif. Donc, venir pallier à des demandes que le sport ne semble pas toujours en mesure de répondre. Mais c'est ça, il y a quand même des ressources disponibles, il y a quand même manière de trouver les choses. C'est juste de savoir vers où se diriger, quel organisme. Puis on est là aussi pour aider. Fait que dans le cas de doute, c'est de nous contacter, puis on trouve ensemble qu'est-ce qui est disponible en fonction du niveau sportif, du milieu, de quel type de sport l'athlète fait partie. Petit court résumé là, pour me donner un peu de temps pour des questions. Le premier point, c'est que de nombreux étudiantes et étudiants athlètes vont présenter des symptômes de troubles de santé mentale au cours de leur parcours scolaire et sportif. Donc, ils ne sont pas immunisés aux troubles de santé mentale, même s'ils font pas du sport, même si c'est des gens performants dans la plupart des cas. On voit qu'il y a il y a une présence importante de troubles de santé mentale, tout comme le reste des étudiants. Donc, être conscient de ça, mais être conscient aussi qu'il y a beaucoup de barrières à la demande d'aide pour cette population-là, qu'en étant conscient de ceux-ci, on peut les diminuer, on peut aller les informer, ces groupes particuliers-là, essayer d'ouvrir un peu plus les portes pour les accompagner vers les ressources. Puis d'être conscient aussi des facteurs de risque qui sont différents à eux, de comprendre que si un étudiant athlète se présente à nous et nous annonce qu'à cause d'une blessure, il a dû prendre sa retraite, bien, de comprendre que c'est un peu comme s'il nous annonçait une nouvelle très importante, un décès, ou de comprendre que ça a un enjeu immense dans sa vie, des situations comme ça. On a parlé plutôt de priorisation au sport aussi, de dire que souvent dans la vie d'un étudiant athlète, le sport va prendre énormément de place et va venir ce qui est le plus important. Un des points clés qu'on voulait vous nommer aujourd'hui, c'est de considérer, même quand la solution semble d'être de retirer du sport, de dire, OK, le sport semble être la source du problème en ce moment, bien, retirons-le du sport, mais dans le cas des athlètes de haut niveau, lui demander ça, c'est souvent comme ça qu'on va perdre l'alliance thérapeutique. Ça va être difficile pour l'étudiant athlète de rester là dès qu'on propose de réduire, retirer le sport. On voit, c'est vraiment le retour qu'on reçoit des étudiants athlètes qui vont chercher de l'aide. Si l'aide demande de retirer le sport, ça semble vraiment difficile. Donc, ce n'est pas nécessairement de jamais retirer du sport, mais je pense que dans la mesure du possible, au contraire, le soutenir dans le projet de double carrière, de venir essayer de l'appuyer là-dedans, de trouver des pistes de solutions à travers son sport, parce que pour lui, ça représente tellement une grande partie de son identité que de lui demander de se retirer de son sport, souvent, va faire en sorte qu'il va préférer ne pas aller chercher d'aide puis de continuer par soi-même. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, Sophie et Véronique. D'accord. On nous reste une dizaine de minutes, je crois, oui. Fait que si vous avez des questions, je ne sais pas si... Oui, tu en as déjà 2, Samuel, des questions. Donc, en fait, on a Michel H. qui a posé une question. Peut-être que je l'inviterai à préciser en ouvrant son micro. Sa question était: pourquoi en ski alpin de niveau civil, il n'y a aucun suivi des étudiants athlètes de la part des entraîneurs et de sa fédération? Donc, M. Michel H., si vous êtes toujours présent. Sinon, je ne sais pas si tu veux tenter une réponse, Samuel. Oui, exact. De la part des entraîneurs. Rapidement, c'est sûr que ça prend un contexte, une personne. Normalement, ski alpin travaille avec l'Alliance Sport-Études, donc il y a quand même un suivi. Au niveau, s'ils sont avec l'Alliance Sport-Études, ils doivent être identifiés avec de leur sport. Donc, comme je nommais tantôt, l'excellence, élite, relève ou espoir. Dans ce cas-là, s'ils sont avec nous, ils viennent s'admettre, il va y avoir une personne ressource à l'école. C'est sûr que ça se peut que la personne que vous avez en tête a peut-être un environnement plus restrictif, que c'est plus difficile. C'est justement de ça qu'on parle, justement de venir travailler avec eux, de voir des pistes de solutions.
Mais normalement, les sports sont assez ouverts avec l'idée de l'école. On n'a plus beaucoup de sports que c'est complètement fermé, mais il y a encore des groupes plus problématiques. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est aussi important de comprendre que une fédération sportive, des fois, ça peut être vu comme, par exemple, la Fédération provinciale de judo, je crois qu'ils sont 15 employés, puis la Fédération provinciale de boxe, qui sont 2. Donc, il y a certaines fédérations que ça peut paraître comme un manque de suivi, mais qui n'ont pas du tout d'effectifs. Puis qui n'ont pas de système en place par manque d'effectifs. Donc, il y a tellement de contexte qui peut amener ça, mais c'est toujours important de le soulever pour qu'on puisse aller voir comment on peut les appuyer pour faire un meilleur suivi. J'espère que ça répond à la question. Je vois une deuxième question ici. Est-ce qu'une des ressources présentées pourrait permettre à un étudiant athlète de haut niveau qui prend une pause d'études d'avoir accès à un suivi en orientation? Sophie, je te laisse. Oui. Oui, dans le fond, certainement, là, à titre avec Alliance Sport-Études, si vous avez été membre ou même à la Fondation de l'athlète d'excellence, si vous avez été boursier, c'est à vie, même game plan. Si vous êtes en pause d'études ou en pause de sport, hein, des fois en venant des jeux ou des grosses compétitions, vous avez toujours accès aux services, dont les services d'orientation que j'offre. Puis même, on essaie de pallier, donc si votre athlète, par exemple, n'est pas membre, n'est pas boursier ou n'est pas excellence ou n'a pas accès, mais présentement, par exemple, j'ai quelqu'un en stage avec moi, Marie-Pierre Hott, qui peut m'aider donc dans les soutiens. Puis naturellement, il y a aussi les conseillers d'orientation qu'on peut référer au privé ou à l'école. Donc, certainement là, qu'on peut vous aider avec cet athlète-là qui peut, ça peut jouer dans sa motivation, hein, dans le fond, de pouvoir avoir un plan plus précis aligné avec son sport. Super, merci. Il y a Étienne Fallu qui demande, y a-t-il des études qui démontrent l'efficacité de la prévention, préparation mentale et autres en termes de santé mentale chez les athlètes de haut niveau? Je peux peut-être aller là-dessus. C'est une très bonne question. On est en train de les étudier, là, aussi les facteurs de protection. L'aspect préparation mentale, on l'a étudié avec des collègues là, durant la pandémie. On s'est intéressé à l'interaction entre les habiletés de performance mentale qui ont été développées par les athlètes olympiques canadiens, olympiques et paralympiques, et les problématiques de santé mentale. C'est une étude qualitative, donc on s'est intéressé à la perception des athlètes, des entraîneurs, des consultants en performance mentale et psychologues spécialisés en sport. Puis ce qu'on s'aperçoit dans les résultats, c'est que les athlètes qui ont eu l'opportunité de développer des habiletés de performance mentale, gestion du stress, concentration, fixation d'objectifs, entre autres, se sont généralement mieux adaptés ou ont rapporté mieux s'adapter aux impacts de la pandémie, puis avoir vécu aussi moins de symptômes de santé mentale. Donc, tout porte à croire, puis c'est ce qu'on veut aussi réaliser, Sophie et moi, dans une étude qu'on fait auprès des athlètes en développement. Tout porte à croire que si on outille les athlètes à un plus jeune âge, en termes d'habileté psychosociale, habileté de performance mentale, on peut les outiller justement à faire face à des problématiques, puis à gérer leurs émotions, leurs pensées, leurs comportements. Mais il faut aussi que ça s'accompagne d'une meilleure littératie en santé mentale dans les environnements sportifs. Donc, qu'on en parle plus, qu'on travaille les stigmas, les tabous. Donc, que ça fasse plus partie des discours, des conversations, des discussions. Mais effectivement, il y a quand même là, une ouverture par rapport à pouvoir outiller les athlètes là, dans leur sport, puis qu'ils puissent transférer ces habiletés-là pour faire face à des difficultés personnelles. Super, merci pour ta réponse. Je pense pas que je vois d'autres questions. Sinon, j'en profiterai pour vous remercier d'avoir été là en grand nombre. Vraiment apprécié au niveau de beaucoup d'intervenants qui étaient là aujourd'hui du milieu scolaire. Comme je disais plus tôt, on va faire, l'Alliance va organiser 2 autres webinaires cette année là, qui devraient être au mois de mai puis au mois de septembre. Si vous avez des commentaires, des suggestions, l'idée de ces webinaires-là, c'est de venir vous aider, de venir vous donner de l'information qui vous est utile. Donc, on
on est très ouvert au retour là-dessus. Je risque de vous envoyer un sondage ou quelque chose pour récolter un peu d'informations puis voir comment se diriger pour le mois de mai puis de s'adapter à ce que vous désirez. Et merci beaucoup à Sophie, Véronique, de votre participation, de votre implication. Je suis super content d'avoir fait ça avec vous, puis j'espère que vous avez bien apprécié tout le monde leur présence. C'est des personnes bien connues dans le milieu sportif par leur présence et leur implication. Merci à toi de l'initiative. Merci Samuel. Bonne journée tout le monde. Merci encore.